Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Casimir! Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu prépares dans ton bol, Oh, bien. Casimir? Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Un quoi? Un gloubi-boulga. Les Nouveaux Chemins vous accompagnent tous les jours à 10h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, nous explorons un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma et musique. Et à 10h50, comme tous les jours aujourd'hui, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons, pour qui viendra vous donner envie de lire de près l'actualité éditoriale philosophique. Cette semaine, nous remontons avant les débuts du dialogue philosophique, quand la pensée s'exprimait par fragments et que Socrate n'avait pas encore vu le jour. Les présocratiques sont nombreux, mais de leurs travaux, il ne nous reste que peu de traces. Suffisamment précises cependant pour pouvoir identifier leurs auteurs et mesurer l'influence qu'ils ont eue sur la naissance de la philosophie. C'est le cas d'Anaxagore de Clazomène, qui naît vers 500 avant le début de notre ère et qui pensait que l'intelligence était le moteur premier du monde dans lequel tout est dans tout et rien ne naît de rien. Bonjour à vous Arnaud Massé. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie à l'Université de Franche-Comté. Vous avez co-dirigé avec Luc Brisson et Anne-Laure Terme Lire les présocratiques, un ouvrage publié au PUF dans lequel on trouve notamment un article consacré à Anaxagore dont voici le fragment 12. Écoutez. Les autres choses participent de tout. Seul le nous est infini, agissant par lui-même, sans mélange avec aucune chose. Il subsiste seul, isolé à part soi. Car s'il n'était pas à part soi, mais mêlé à quelque autre chose, il participerait de toute chose, en tant que mêlé à celle-là, puisqu'en tout il y a une part de tout, ainsi que je l'ai déjà dit, et ce mélange l'empêcherait d'actionner chaque chose, comme il peut le faire, étant isolé à part soi. C'est de toute chose ce qu'il y a de plus subtil et de plus pur. Il possède toute connaissance de tout, et sa force est au plus haut degré. Tous les êtres animés, grands et petits, sont actionnés par le nous. Mais dès le commencement, c'est lui qui a produit la révolution générale et en a donné le branle. Tout d'abord, cette révolution n'a porté que sur peu de choses, puis elle s'est étendue davantage et elle s'étendra encore, toujours, de plus en plus. Ce qui est mêlé, ce qui est distinct et séparé, le nous en a toujours eu connaissance complète. Il a tout ordonné comme il devait être. Tout ce qui a été, est maintenant et sera plus tard. Et aussi cette révolution même qui entraîne les astres, le soleil, la lune, l'air et l'éther, depuis qu'ils sont distincts. C'est cette révolution qui a amené leur distinction, et qui distingue aussi le dense du dilaté, le chaud du froid, le lumineux de l'obscur, le sec de l'humide. Il y a beaucoup de parts dans beaucoup de choses, mais il n'y a jamais distinction complète, séparation absolue entre une chose et une autre, sauf pour le nous. Tout le nous est semblable, le plus grand et le plus petit. Il n'y a par ailleurs aucune chose qui soit semblable à aucune autre, mais chacune est, pour l'apparence, ce dont elle contient le plus. Et oui, il n'y a pas de destruction dans la révolution telle que la comprennent les Beatles, telle que la comprennent les Beatles, et de même chez Anaxagore, cette révolution générale qu'engendre l'intelligence, le nous, Arnaud Massé, était finalement une révolution qui ne fait que mélanger ce qui existe déjà. Et qui est très mélangé déjà au départ. Qui ne fait que remélanger un mélange, c'est ça ? Qui ordonne un mélange. Et répartit les qualités présentes dans le mélange initial pour expliquer un processus cosmogonique. C'est ça. Il faut peut-être commencer par dire ça à propos d'Anaxagore. C'est une pensée de l'univers, une pensée de l'univers infini. Et ça, il faut le noter aussi, quand il arrive à Athènes, c'est une révolution. Athènes, avant Anaxagore, c'est un endroit où on écoute de la poésie, où on va beaucoup au théâtre, c'est pas un endroit où on fait de la philosophie.
Il y a eu Pisistrate, on a certainement à ce moment-là créé les Panathénées, les grandes fêtes où on récite Homère, on a certainement, grâce à ces fêtes, fixé le texte d'Homère. Vous avez la révolution théâtrale avec laquelle naît le 5e siècle, le grand siècle d'Athènes, et arrive dans cette première partie du siècle, peut-être au milieu du siècle, Anaxagore de Clazomène qui apporte avec lui la révolution philosophique qui a eu lieu déjà depuis un siècle, mais dans les terres grecques orientales, sur la côte actuelle occidentale de la Turquie. Donc, ce projet cosmogonique d'explication de l'ordre de l'univers à partir de sa genèse, c'est ça qui déboule à Athènes avec Anaxagore et qui va changer la phase de la pensée athénienne. Et qui n'existait pas avant lui. Les penseurs dont il hérite n'avaient jamais émis cette hypothèse ou affirmé cette thèse. Alors, si, la cosmogonie, elle a traversé tout le VIe siècle avec les savants milésiens, puisque vous la trouvez chez Anaximandre, vous la trouvez chez Anaximène. Elle a été probablement réfutée par Parménide. Et c'est ce défi-là, on peut penser que la génération d'Anaxagore, donc qui vient, lui, de Ionie et d'Empédocle sicilien, cette génération-là se donne pour but de relever le défi parménidien, à savoir de reprendre l'explication du monde à partir de sa genèse. Et cette fois-ci, on se donne les moyens de penser la genèse infinie d'un monde infini. Alors c'est ça qui est difficile à comprendre, comment ce monde, si le principe du nous c'est de mettre de l'ordre dans le mélange, comment cet ordre peut-il être infini? Alors d'abord, cet infini, ou cet indéfini, cette idée qu'il y a une progression de la mise en ordre à partir de la révolution de la rotation, c'est parfois la traduction traditionnelle, elle se fait, il faut bien prendre la mesure de ce qui est mis en ordre. Le mélange, toutes choses qui existent ensemble, c'est le premier fragment, on peut peut-être le lire, d'Anaxagore, le fameux fragment « Toutes choses étaient ensemble, infinies en quantité et en petitesse, c'est qu'il y avait aussi de l'infiniment petit, et comme toutes choses étaient ensemble, aucune à cause de la petitesse n'était manifeste. » Donc il faut partir de cette description de l'état du monde, comme un mélange où en tout point de cette masse, vous allez trouver toutes choses mélangées. Et alors ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on ne sait pas quelles sont les choses dont parle Anaxagore et quelles sont les choses qui sont mélangées. Et encore moins, pourquoi elles sont infinies? Parce que dire que les choses sont mélangées, ça n'implique pas le caractère infini des choses. Si on connaît Démocrite et les atomistes, on voit bien qu'ici, ils s'opposent en tout point à une doctrine du divisible. C'est-à-dire que là, c'est infiniment... Enfin, de l'indivisible, pardon. C'est que Anaxagore postule l'existence d'une indivisibilité à l'infini. Voilà. De la même manière que si vous prenez imaginez un segment, si on le présente de manière zénonienne, vous imaginez un segment, vous pouvez le diviser en deux, et puis une de ses parties en deux, et ainsi à l'infini. Mais, à l'inverse, vous pouvez imaginer que le segment initial que nous avons divisé, il était lui-même la moitié d'un autre segment, et donc nous pouvons imaginer à ce moment-là une infinité dans la grandeur comme dans la petitesse. Ce qui est important, c'est que Anaxagore établit le fait qu'il y a autant de parts de petits que de grands. Ça, c'est quelque chose qui a été très difficile à préciser pour les commentateurs, parce que il faut préciser la mesure dans laquelle il y a autant de grands que de petits. Ça peut pas être le volume. Et cette précision, je crois qu'elle nous vient du fragment 6 d'Anaxagore, qui nous dit « Comme les parts du grand et du petit sont égales en quantité, c'est de cette façon aussi que toutes choses sont en toutes. » C'est très énigmatique, sauf si vous utilisez une représentation très simple. Il faut prendre le mot part ici, moira en grec, qui renvoie aux pratiques grecques de distribution de parts à chacun, que les Grecs utilisaient soit dans leurs pratiques concrètes, comme quand au début de l'Iliade il s'agit de distribuer des parts de butin à chacun, et vous êtes face à une transposition cosmologique de cette idée. Elle est déjà dans le fragment 9 de Parménide, où Parménide imagine que
le monde pourrait être fait d'une somme de parts de lumière et de feu qui auraient été distribuées à toute chose, de telle sorte qu'il y ait en toute chose, et il avait dit ensemble, déjà, Parménide, qu'il y ait ensemble en toute chose des parts de lumière et des parts de feu. Donc, on va revenir à cette divisibilité, mais il faut penser que Anaxagore s'approche de cette idée de l'infiniment grand et de l'infiniment petit en se disant que on a distribué autant de parts de grands que de parts de petits. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, parce que vous faites des gestes avec votre main que je suis seule à voir, donc mais vous avez raison de les faire. Je pourrais les décrire aux auditeurs, mais de manière tout aussi illustrative, je vous propose d'écouter un extrait d'une adaptation radiophonique de Lavoisier, qui semble être, en bon lecteur d'Anaxagore, reproduire à sa façon dans le domaine scientifique ce que vous dites de le fait de reproduire une part égale à la suite d'une opération. Écoutez. Vous venez donc... Vous interviewer. C'est la pratique chez nous. Monsieur, la substance de nos études est si vaste qu'il me paraît difficile de vous résumer en quelques minutes. Les Français excellent à tout résumer, clarifier. Si je devais, brièvement, vous donner idée de ce que certains baptisent mon système, pour moi, plus de mysticisme, plus de fluide imaginaire, une arme perpétuelle, la balance. Rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une quantité égale de matière avant et après. Vous permettez que je prenne note. Attendez. Écrivez donc, de façon plus concise encore, que dans toute réaction chimique, la masse du composé est égale à la somme des masses des composants. Très exact. C'est à Lavoisier que l'on doit la formule « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». S'inspire-t-il directement de la pensée d'Anaxagore lorsqu'il affirme cela, Arnaud Massé? Directement, c'est dur à dire, mais par-delà les siècles, on peut faire une comparaison sur un point précis. En effet, Anaxagore essaie de penser la production du monde et de son ordre sur la base de grands équilibres. Donc les grands équilibres qui sont de deux sortes, le fait qu'en effet rien ne se perd et rien ne se crée, là il essaye, en relevant le défi de Parménide, de ne jamais dire ce que la déesse de Parménide ne veut pas qu'on dise, à savoir que quelque chose puisse naître de rien. Donc il a une masse constante, et avant et après la rotation, rien de nouveau. On n'a rien ajouté à la somme de matière présente. Et, plus encore, on a maintenu des grands équilibres, l'égalité des parts des opposés. C'est ce qu'on disait à l'instant, et on peut bien le penser toujours avec notre segment. Si vous repensez à notre segment, si je peux additionner à l'infini d'un côté et diviser à l'infini de l'autre, il y a autant de parts. C'est-à-dire qu'il y a autant de choses petites, et il y a autant de choses grandes en n'importe quel point de l'univers. En même temps, si on parle d'infini, il n'y a plus de mesure, c'est de l'incommensurable. Là non, il est mesuré par le schème de la distribution. On sait qu'on a distribué autant de parts de petits que de grands. On sait qu'on a distribué autant de parts de secs que d'humides. Si on peut les compter, c'est donc c'est pas de l'infini alors. Ce qu'on compte, ce qu'on compare, c'est des ensembles de distribution. C'est exactement ce que faisait Parménide dans le fragment 9. On a peut-être une infinité de choses auxquelles on distribue des propriétés. Tout ce qu'on sait, c'est que celui qui a distribué a réparti autant de parts de chaque chose à chaque chose. Et c'est pour ça qu'il y a de tout en tout. C'est comme ça qu'on comprend bien cette chose compliquée, et pourquoi Anaxagore le lit. Toujours le fragment 6, comme les parts du grand et du petit sont égales en quantité, c'est de cette façon aussi que toutes choses seront en toutes. Il faut que vous imaginiez que comme chaque chose a reçu une part de chaque propriété se trouve en chaque chose, mélangée à toutes les autres. Et celui qui a distribué ces parts, c'est le nous, l'intelligence. Alors, quel est-il? Il y a une distribution, il y a une présence initiale de toutes les propriétés en tout point de l'univers. Lui, le nous, il fait une répartition à cause de la rotation. C'est-à-dire que, en initiant une rotation en un point du mélange universel, il crée un mouvement dont on pourrait dire qu'il
polarise les qualités selon un mouvement centrifuge et centripète, de telle sorte que les choses lourdes, humides, sombres, sont amenées à se rassembler vers le centre, alors que les choses à prédominance légère, enflammée, se déplacent vers la périphérie. Donc, c'est le mouvement de révolution, de rotation, qui commence à polariser les propriétés qui sont déjà dans le mélange. Et qu'on ne pourra jamais séparer tout à fait, parce que à partir du moment où votre nous se met à polariser les choses de telle sorte que, eh bien, vous allez avoir à ce moment-là la genèse des astres, la terre au milieu, qui est produite par l'agrégation des choses les plus froides et les plus humides, et puis les terres, l'air enflammé aux confins de ce qui a été mis en ordre. Donc l'univers dans lequel on se trouve, le monde dans lequel nous nous trouvons à un moment donné, est polarisé, lui. Et donc, l'ensemble des choses qui, dans le mélange initial, portaient toutes les propriétés, selon les prédominances qu'elles portent, se sont mises à se déplacer pour s'organiser, soit vers la périphérie, soit vers le centre, selon la prédominance de leur qualité lourde ou légère, sombre ou enflammée. Mais pourquoi a-t-on besoin d'assigner une intelligence à ce moteur premier qui distribue finalement, qui ne fait que redistribuer et mettre en ordre ce qui existe déjà? Parce que le nous, alors on garde le terme grec, mais il est qualifié d'intelligence. Oui, mais alors, il y a une longue histoire de la signification du terme, qui nous ramènerait d'ailleurs sur le champ de bataille homérique. Nous y conduirait plutôt, oui. On n'y est pas encore allé. Non, mais dans le temps, qui nous y ramènerait, comme un modèle dont les mots sont encore même dans le texte d'Anaxagore. Le nous, c'est une faculté qu'on trouve, par exemple, chez le chef homérique qui range ses troupes en vue de la bataille et qui sait à tout moment où chacun se trouve sur le champ de bataille et le reconnaît et le repère. Et ça fait partie des choses qu'avec Anne Lorterme on a regardé de près, la façon dont le vocabulaire d'Anaxagore peut être mieux compris si on considère qu'il a transposé un certain nombre des termes qu'Homère utilisait pour qualifier la façon dont les chefs homériques, ces rangeurs d'hommes, cosmetere laon, ça veut dire qu'ils font du cosmos sur le champ de bataille, eh bien les mots qui servent à dire la façon dont ils trient, dont ils rangent et dont ils perçoivent, et c'est là le nous. On peut le traduire par une faculté de perception. C'est le moment où Ménélas, cherchant absolument Ajax à son secours, balaye du regard tous les rangs de la bataille, et il le voit. Et quand dans le texte on a écouté, on dit que le nous connaissait toutes choses, c'est ekno, c'est gignosko. En ce sens, on pourrait même traduire par il les repéra toutes. Il savait à chaque moment où était chacune des toutes petites choses à l'intérieur de ce mélange universel. Donc c'est plus une faculté de perception que de raisonnement alors? Il y a perception, et à partir du moment où le nous, toujours dans le texte que vous avez décrit, il y a ce moment où le nous s'extrait pour initier la révolution. C'est difficile de savoir quel est le statut exact de ce nous par rapport à la mêlée dans laquelle il se trouve. Avec Anne Lorterme, le parti qu'on a pris, c'est de penser que ce nous est immanent à cette mêlée. Encore une fois, comme le roi au milieu de ses hommes. Et il y a ce mot qu'utilise Anaxagore, qui est apokrino, qui en grec, tel qu'il est utilisé par exemple par Homère, signifie qu'un homme sort du rang. Vous avez les soldats rangés, il y en a un qui sort du rang pour se battre en duel. C'est ça que fait le nous. Il sort de la mêlée. Il se concentre à un endroit parce qu'il est fait de cette matière extrêmement subtile qui lui permet à la fois de faire corps avec tout et en même temps il peut la rassembler, et c'est là qu'il a la force d'entamer la rotation qui va polariser les propriétés présentes. Donc, capacité de savoir où est chaque singularité à chaque moment du mélange et de la rotation, et capacité de les mettre en branle. C'est donc quelque chose qu'il faut peut-être pas appeler intelligence sans prendre la précaution de ne pas y projeter trop de ce qu'on entend par intelligence.
Un jour, j'entendis faire la lecture d'un livre dont l'auteur, disait-on, était Anaxagore. On y affirmait que c'est l'intelligence qui est cause ordonnatrice et universelle. Cette cause-là, elle me plut beaucoup. Il me semblait que c'était une bonne chose que ce soit l'intelligence qui soit cause de tout. Et je pensais, s'il en est ainsi, si c'est l'intelligence qui met en ordre, elle doit ordonner toutes choses et disposer chacune de la meilleure manière possible. Celui donc qui voudrait découvrir comment chaque chose vient à exister, périt ou est, devrait aussi découvrir quelle est la meilleure manière pour cette chose d'être, de subir ou de faire quoi que ce soit. En m'appuyant sur ce raisonnement, j'estimais que le seul objet d'examen qui convienne à un homme, c'était le meilleur et le mieux, et qu'il en aurait du même coup le savoir du pire, car c'est une science qui s'attache aux deux. Voilà à quoi je réfléchissais, et tout content, je croyais avoir découvert en Anaxagore un maître capable de m'enseigner la cause de tout ce qui est, une cause en accord avec mon intelligence, à moi. Je me figurais donc qu'assignant cette cause-là à chacun d'entre eux en particulier et à tous en général, il allait m'exposer en détail en quoi consiste le meilleur particulier à chacun et le bien commun à tous. Et je n'aurais pour tout l'or du monde renoncé à cet espoir. Aussi, c'est tout plein de zèle que je pris son livre, et je le lus aussi rapidement que j'en étais capable, afin d'acquérir vite la science du meilleur et du pire. Mais cette magnifique espérance, il m'a fallu la quitter, mon ami, et je suis tombé de mon haut. Car en lisant plus avant, je vois un homme qui, de son intelligence, ne fait aucun usage. Il ne lui attribue aucune responsabilité quant à l'arrangement des choses, mais ce sont les actions des airs, des éthers, des eaux qu'il invoque comme cause, avec celles d'autres réalités aussi variées que déconcertantes. Voici à quoi il me faisait penser. C'était comme si un homme disait que d'abord tout ce que fait Socrate, il le fait grâce à son intelligence, et qu'ensuite, se mettant à énumérer les causes de chacune de ses actions, il affirmait en premier que « je suis maintenant assis là parce que mon corps est constitué d'os et de muscles, que les os sont solides, qu'ils le sont par nature et séparés, articulés les uns aux autres, que les muscles, eux, peuvent se tendre et se détendre et qu'avec les chairs et la peau, ils enveloppent les os. Que donc du fait que les os jouent dans leurs jointures, c'est le relâchement ou la contraction des muscles qui en somme font que je suis capable à cet instant de fléchir mes membres. Et telle est la cause en vertu de laquelle, m'étant plié de la sorte, je me trouve assis où je suis. Arnaud Massé, la meilleure façon de préciser ce qu'entend Anaxagore par le nous, c'est peut-être de partir des objections qu'on lui fait. Ici, c'est celle de Socrate, dans le Phédon de Platon. Socrate qui raconte la déception qu'il a eue à la lecture du texte d'Anaxagore, déception qui vient du fait que derrière le terme intelligence, il pensait que cette intelligence, enfin il y mettait, disons, à la fois une dimension morale, il pense que l'intelligence peut expliquer le pire et le meilleur, ce que ne fait pas du tout Anaxagore, mais aussi, disons, une connaissance par cause finale. Il dit, mais on ne peut pas dire, Anaxagore explique le fait que je sois assis ici, tout simplement par le fait que mon corps est composé d'os et de muscles, et que par conséquent, c'est ainsi que mon corps est assis. Il n'y a aucune volonté ou intention derrière cela. Ces deux objections que fait Socrate se tiennent absolument. Alors comment défend-on Anaxagore, Arnaud Massé? Je pense qu'on le défend en montrant que Socrate se fait une idée du travail d'intelligence qui est la sienne, mais qui ne correspond pas à celle que décrit Anaxagore. Chez Socrate, il est très clair que le même mot que celui qu'utilise Anaxagore, à savoir celui de kosmein, mettre en ordre, faire un cosmos, comme par exemple Socrate, selon Platon, l'a analysé dans le Gorgias 503-504 avec une analogie très très simple, où une intelligence à l'œuvre, qu'est-ce qu'elle fait? Si c'est un meuble qu'elle fait, si c'est un corps qu'elle soigne, ou si c'est un discours qu'elle tient à une assemblée. Dans tous les cas, elle fait que des choses rentrent en ordre et s'harmonisent selon un plan préalable, selon une fin. Donc le menuisier met chaque chose à sa place dans le meuble et il réalise un ordre, un cosmos. De même, le médecin rétablit l'ordre dans notre corps et de même, le bon orateur rétablit l'ordre dans nos esprits. Bien. Donc on ne peut pas dissocier pour Socrate la mise en ordre de l'activité planificatrice d'une intelligence qui anticipe selon une norme du meilleur. Mais maintenant, si on se replace dans les fragments d'Anaxagore, on ne trouve rien de tout ça.
Donc il n'y a pas de raison d'embêter l'Anaxagore avec cette affaire. Il lui demande quelque chose qui ne le concerne pas, c'est ça? Alors que le nous d'Anaxagore fait quelque chose de bien plus puissant. Comprenez-le d'abord comme une forme d'hyperperception et d'hypercontact. Ce contact avec toutes les parties infiniment grandes comme infiniment petites d'un mélange infini. Il faudrait imaginer à la limite Matière et mémoire de Bergson. On a le repli qu'est notre cerveau, mais imaginez le flux infini d'images qui s'entraffectent. Et qu'est-ce que c'est qu'être une chose selon Bergson? C'est le fait de se laisser traverser par tous les flux d'images sans en réfléchir le moindre. Imaginez que le nous d'Anaxagore, c'est cette faculté d'être en interaction totale avec le flux infini à l'œuvre dans ce mélange et dans l'univers. Vous percevez tout. Vous êtes comme une membrane hypersensible et diffusée à l'infini. Bon. C'est ça qui la différencie absolument d'une intelligence humaine qui, elle, perçoit des grandes masses, des choses polarisées. Nous percevons des choses lumineuses, des choses sombres. Mais nous savons qu'en chaque chose sombre, comme on peut la diviser à l'infini, nous retrouvons des choses très lumineuses dans cette chose sombre. Donc, c'est la limitation de notre perception qui nous rend capable de choisir, de trier entre des options qui nous paraissent peut-être l'une meilleure à l'autre. Donc, fonctionner avec une norme du pire et du meilleur, ça ne va que parce que vous avez des choix limités et des choix à faire. Mais si vous percevez tout, et si vous mettez tout en ordre, et donc si vous actualisez tous les possibles, c'est ce que fait le nous. Il n'y a plus besoin de faire des choix. Il met tout en ordre. Vous pouvez même imaginer qu'à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes, c'est ce que certains commentateurs ont pensé, il est capable d'avoir mis en ordre des mondes infiniment petits. Peut-être que nous respirons des mondes. Et donc il n'y a plus de possible en réalité, puisque tout est actualisé. Alors il est en train de s'actualiser. Parce que il n'en finit, la révolution n'en finit de prendre la masse infinie qu'elle fait progressivement tourner. Mais il faut savoir que lui, il est, comme le dit très clairement un des fragments qu'on a, lui est partout dans l'univers et partout dans le mélange qui n'a pas encore été mis en branle. Parce qu'il fait penser, ce nous, tel que le présente Anaxagore, fait penser au dieu leibnizien, qui lui aussi, Leibniz qui postule l'existence de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, et qui, en identifiant Dieu à un principe de raison suffisante, lui ajoute, la différence d'Anaxagore, un principe moral. Le Dieu va choisir de faire passer à l'existence, parmi tous les mondes possibles, le meilleur possible. Est-ce que Leibniz serait comme, j'ose pas dire le dieu d'Anaxagore, mais le nous d'Anaxagore, avec le critère moral en plus? Non, parce que le dieu de Leibniz fait des choix. Il a des choix. Il a des choix. Le nous pourtant, il est dans l'infini, ouais. Alors, bon. Mais le nous d'Anaxagore réalise tout. Alors, peut-être que il y a moins de possibles devant lui. C'est-à-dire qu'au fond, et ça c'est très intéressant, vous avez ce fragment qui nous parle d'un autre monde que le nôtre. Les choses étant ainsi, c'est le fragment B4A, il faut croire que de nombreuses choses de toutes sortes sont présentes dans toutes celles qui s'associent, c'est-à-dire des semences de toutes choses ayant toutes sortes de formes, de couleurs et de saveurs. Des hommes aussi se sont formés par agrégation, comme l'ont fait aussi tous les autres animaux qui ont une âme. Il parle pas de notre monde, là. Les hommes y ont aussi des villes très peuplées et des champs cultivés, comme chez nous. Et ils ont aussi un soleil, une lune et les autres astres, comme chez nous. Et la terre, pour eux aussi, fait pousser, croître de nombreuses choses et de toutes sortes, dont ils font usage une fois qu'ils en ont récolté dans leurs maisons les plus profitables, parmi lesquelles ils récoltent les plus utiles, etc., etc. Les commentateurs s'opposent sur la question de savoir si le monde décrit là, qui n'est pas le nôtre, alors il est où? C'est un monde possible. Non, il est réel. Alors, selon certains, c'est un monde qui est dans l'infiniment petit, donc on ne peut être en train de le respirer, celui-là. Ou alors, il est ailleurs dans le mélange infini, où le nous aurait pu, très bien, lui, commencer à faire une autre rotation ailleurs. Ça veut dire que ce que vous voyez, ce qui est frappant dans la description qu'on a ici, c'est que Anaxagore vous décrit un autre monde, le monde que le nôtre, et il insiste sur le fait que ce monde est semblable. Comme nous.
Les hommes contemplent un soleil et une lune. Comme nous, ils ont fait des récoltes dont ils ont récolté les fruits les plus profitables dans leur maison, etc. Donc, ça veut dire que ce nous, qui fait corps avec une matière infinie, à chaque fois qu'il commence une révolution, que ce soit dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, il polarise les choses de la même manière. Elles ont des propriétés qui préexistent à son œuvre. Il n'a pas le luxe, peut-être, d'un dieu cartésien ou lamnitien de se dire s'il va faire demain que le lourd aille en haut et le léger en bas, ou si 2 et 2 vont faire 5. Il change pas les coordonnées du système. Donc il y a du donné qui s'impose à lui et qui fait que tous les mondes possibles ont le même visage. Et ils peuvent se mélanger. On va dire que j'exagère, mais je connais des étagères qui se prennent pour des gens. Tout bien rangé dans la tête, tout bien muni d'étiquettes, mon Dieu que c'est dérangeant. Quand ils sont à leur ouvrage, il faudrait un grand courage pour leur parler sentiments. Dès qu'ils ont baissé la herse, bien malin qui la traverse, ou plutôt bien imprudent, chez moi c'est tout différent. Tous mélangent, quand j'ai peur il faut que je mange, quand j'ai soif je suis en amour. J'ai des sensations étranges, des noirceurs dans mes oranges, du venin dans mes velours. Bien sûr que je les admire, on ne me fera pas dire ce que j'ai l'air de penser. Mais là nous avons affaire au choc de 2 hémisphères, à 2 mondes opposés. Moi je ressemble davantage aux épiceries de village qui offraient sur leurs rayons du fil, des harengs, des poires, des cornichons, des histoires, des tumouches, des crayons, même pas en rang d'oignons. Tous mélangent, quand je déprime, il faut que je range, quand ça va, je reste au lit. Mes réactions s'interchangent, quand on m'aime, je me venge, on me déteste, je ris. Tout se mélange, chante Anne Sylvestre et écrit Anaxagore dans ses fragments de la nature dont vient nous parler aujourd'hui Arnaud Massé, qui est professeur d'histoire de la philosophie à l'Université de Franche-Comté, qui a co-dirigé en compagnie de Luc Brisson et d'Anne Lorterme un ouvrage consacré aux présocratiques qui vient d'être republié aux éditions PUF. Quelles sont ces choses dont parle Anaxagore et quel est ce grand mélange? Eh bien écoutez cette critique du grand mélange d'Anaxagore par Aristote. Il semble qu'Anaxagore ait pensé que les éléments sont infinis parce qu'il tenait pour vraie l'opinion commune des physiciens, selon laquelle rien ne naît du non-étant. C'est pourquoi, en effet, ils s'expriment ainsi, tout était ensemble. Et que lui a posé que, pour une chose de telle ou telle sorte, naître, c'est subir une altération, alors que les autres parlent d'assemblage et de dissolution. Il a aussi pris cette position du fait que les contraires naissent les uns des autres, et que donc ils sont déjà présents. Si, en effet, d'une part, tout ce qui vient à l'être vient nécessairement soit d'étant, soit de non-étant, et que d'autre part, parmi ces possibilités, venir du non-étant est impossible, les anaxagoréens pensèrent dès lors que c'était l'autre possibilité qui s'ensuivait nécessairement, à savoir que les choses viennent à l'être à partir d'étangs et de choses qui y sont comprises, mais d'étangs imperceptibles pour nous du fait de la petitesse de leur masse. Voilà pourquoi ils disent que tout est mélangé à tout, parce qu'ils considèrent que tout venait de tout, mais que les choses apparaissent différentes et reçoivent des appellations différentes les unes des autres à partir de ce qui est prépondérant numériquement dans le mélange des composantes infinies, et qu'il n'y a pas de totalité qui soit purement blanche, noire, douce, chair ou os, mais que ce que chaque chose contient le plus, c'est cela que l'on croit être la nature de la chose. Alors Arnaud Massé, qu'est-ce qu'Aristote reproche à Anaxagore en particulier? Plusieurs choses dans ce texte, notamment peut-être on peut partir de là, il me semble qu'il lui reproche d'affirmer l'existence d'un mélange ou d'éléments qui seraient infinis, puisque pour Aristote, l'infini n'est même pas concevable, il n'existe sans doute pas, il peut parler d'indéfini, et il vit dans un monde qui est fini, apprend-on, en tout cas lorsqu'on lit Aristote. Alors est-ce que c'est l'idée même d'infini qui lui est inconcevable?
Oui, il y a un problème avec l'infinité des éléments. Pour Aristote, c'est un nombre qui ne permet pas de penser la génération à la corruption. C'est ce qui nous explique en effet au début de la physique. Il y a un problème avec l'infinité des éléments et avec l'infinité du monde, puisque c'est ce que Aristote a aussi réfuté dans le traité du ciel, avec des arguments qui sont intéressants sur le fait qu'un monde infini finirait par avoir une vitesse infinie. C'est intéressant parce qu'Anaxagore avait affirmé aussi la vitesse inconcevable de la rotation. Mais disons qu'avec Platon, Aristote est un petit peu isolé dans le monde ancien, contrairement à la représentation qu'on peut avoir, parfois en paraphrasant le titre d'Alexandre Koyré, du monde clos à l'univers infini, que les Grecs vivaient dans un cosmos clos. Mais ça, c'est juste en effet le cosmos d'Aristote qui est devenu, disons, dominant dans l'histoire des idées. Mais avant, quand nous entrons dans le monde des présocratiques, en effet, nous avons affaire à des mondes infinis, des mondes dont on peut affirmer l'infini en acte, et c'est bien sûr ce qu'Aristote va essayer de réfuter, et notamment dans la deuxième partie de la physique. Le cosmos d'Anaximandre, le cosmos d'Anaximène, celui d'Anaxagore en particulier, qui sont en effet des infinis. C'est ce que nous a dit le premier fragment, infini. On nous l'a dit depuis le début, c'est très, très précisément infini en quantité, en petitesse, et donc aussi en grandeur. Mais c'est l'idée même de mélange aussi qui pose un problème à Aristote. Le mélange, oui, de tout en tout. Parfois Aristote se moque aussi avec l'idée que c'est pour expliquer spécifiquement la nutrition qu'Anaxagore en sera arrivé là, puisque il faut penser que c'est par une loi d'identité que se produit la croissance. J'en profite pour vous lire le fragment B10 qu'on doit à une scolie dans un texte de Grégoire de Nazianze, et qui est un fragment d'une grande profondeur. Comment un cheveu naîtrait-il de ce qui n'est pas cheveux, et la chair de ce qui n'est pas chair? Bon, si vous devez expliquer que nous amassons de la chair en nous nourrissant de chair, et que manifestement nous mangeons plutôt du pain que de la chair humaine, il faut que vous expliquiez qu'il y ait donc de la chair dans le pain, et donc il y ait de tout en tout, pour expliquer que nous nous nourrissions et nous augmentions à partir de choses qui spécifiquement ne nous ressemblent pas. Donc ça, c'est un exemple qu'a pris Aristote aussi contre la théorie d'Anaxagore, mais qui est peut-être tout de même un peu plus subtil. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a en toute chose de toutes les propriétés. Et que de la chair, c'est un type de chose dans laquelle certaines propriétés prédominent. Mais quand nous allons ouvrir toute chose dans l'univers que nous connaissons ou dans le mélange initial, nous allons à chaque fois trouver l'ensemble des propriétés qui auront été à chaque chose récipiendaire, chaque chose étant récipiendaire de la totalité des propriétés. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de penser qu'il y a de la chair humaine dans le pain, et que ce mélange doit être compris de manière aussi caricaturale. Mais dans le texte qu'on a lu d'Aristote, il y a une description qui est assez fidèle au bout du compte. C'est pas le texte le plus critique peut-être. Il décrit très très bien le fait que, pour notre perception, en effet, les choses manifestent des prédominances. C'est intéressant parce cette théorie discute avec des formes de ce qu'on appellerait un nominalisme, avec une théorie de la ressemblance. Deux êtres humains ou deux oiseaux peuvent être des choses qui se ressemblent sans être composées d'un mélange absolument identique, puisque comme vous avez une multiplicité infinie à l'intérieur de chaque chose, puisque nous sommes des foules infinies, eh bien, même entre individus de la même espèce, on peut imaginer qu'il y aura toujours des petites parties différentes entre deux individus. Donc on a une manière de singulariser toute chose grâce à sa composition infinie. On a une manière de penser que les espèces et les genres sont le rassemblement de choses qui se ressemblent plus que d'autres. Donc on a une forme
de nominalisme, on peut le dire ainsi. Donc c'est un principe de ressemblance plus que d'identité. Bien sûr. Et il vous le dit, même dans le mélange, les petites semences qu'il y a au départ dans le mélange, elles sont infiniment diversifiées. Qui sont les héritiers d'Anaxagore ? Alors, déjà dans l'Antiquité... On a lu les critiques que Platon lui objecte, enfin Socrate par Platon, qu'Aristote aussi également lui objecte. On pense à Plotin en lisant Anaxagore. Est-ce que Oui, mais avant ça, il faut quand même penser à Platon et Aristote, au fond. C'est que même si Platon et Aristote, même si Platon d'abord, le premier, modifie le contenu de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la finalité, tenir la promesse d'Anaxagore, comme ils vont le formuler, et comme le formulera encore Leibniz, ce programme-là, même si ça amène probablement à reformuler la nature de l'intelligence cosmique anaxagoréenne, ça devient un programme épistémologique, on pourrait dire qu'une science athénienne de la nature, celle qui est relevée par Platon, puis par Aristote, fait d'eux des héritiers d'Anaxagore. On oublie souvent que Platon est aussi un grand penseur de la nature, et si c'est un grand penseur de la nature, c'est que dans le livre 10 des lois, ou dans le Timée de Platon, il a lui-même voulu réaliser le programme qu'il avait perçu comme celui d'Anaxagore. Donc, une intelligence immanente aux choses, comme les lames du monde chez Platon, qui en met en ordre l'ensemble des mouvements, de telle sorte qu'ils soient cohérents, que du chaud naisse du chaud et pas du froid, toute cette continuité des mouvements physiques, depuis les mouvements d'association, les mouvements d'altération, les mouvements d'augmentation, qui sont décrits dans le livre 10 des lois. Vous avez une distinction de tous les sens du mouvement qu'il ne faut pas prendre comme une distinction, une simple typologie, mais une articulation. La façon dont tous les mouvements sont harmonieusement combinés les uns les autres sous l'effet d'une intelligence cosmique, qui est l'âme du monde, du vivant dans lequel nous sommes. Au fond, trouver la formule qui explique l'ordre des choses, à partir de la genèse du monde, sous l'égide d'une intelligence immanente à ce monde, c'est probablement le testament d'Anaxagore. Et si on regarde les choses ainsi, si on regarde Platon à partir de son âme du monde dans le livre 10 des lois, et puis, si on regarde Aristote à partir du traité du ciel, à partir de la fin de la physique, à partir de l'acte pur qui organise tous les ciels, toutes les orbites, il faut faire attention aussi à notre Aristote. Notre Aristote, bien sûr aujourd'hui on est très très conscient de la part naturaliste d'Aristote, mais il ne faut pas s'en tenir à la nature sublunaire des vivants chez Aristote. La reproduction même des vivants, chez Aristote, si on lit bien le traité du ciel, on s'aperçoit qu'elle est dépendante, elle aussi, des révolutions cosmiques. Et que toutes les révolutions cosmiques dépendent aussi de l'activité d'un acte pur. Alors est-il immanent ? Je veux pas que la lumière s'éteigne à nouveau, donc je ne le dirai pas. Mais vous voyez que si on prend Platon et Aristote du point de vue de leur théorie cosmologique, on s'aperçoit à quel point ils sont les héritiers du fait qu'Anaxagore soit venu à Athènes proposer une cosmogonie, une cosmologie fondée sur un principe intelligent. Platon, Aristote et sans doute d'autres ensuite. Ce ne sont pas les derniers héritiers. Oui. Leibniz dont on parlait, Plotin également. Plotin, le lien semble aussi direct. Quand on lit Plotin, Leibniz et d'autres encore qui sont postérieurs à Platon et Aristote, on réalise à quel point les présocratiques eux-mêmes sont présents dès Platon et Aristote. C'est ça qui est intéressant. Et de trace avec cette notion d'infini qui semble complètement exclue des textes aristotéliciens et platoniciens. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qu'on réalise à la lecture des présocratiques. Tout à fait. Est-ce que l'infini, chez Aristote, réfuté beaucoup, il y a quand même une infinité du temps. Il en reste quand même des morceaux de cette infinité présocratique. Tout est dans tout, everything is everything, c'est Laurie Neal qui le chante, c'est donc qu'Anaxagore a raison. Un grand merci à vous Arnaud Massé. Merci. D'être venu éteindre les lumières en studio aujourd'hui. Il reste à savoir quelle était cette cause. En tout cas, vous avez aussi beaucoup allumé ces lumières, les lumières de la compréhension. Grâce à vous, le nous d'Anaxagore est désormais peut-être plus intelligible pour chacun d'entre nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de la philosophie à l'Université de Franche-Comté et que vous avez co-dirigé avec Luc Brisson et Anne-Laure Terme, que nous recevrons jeudi prochain pour parler d'Empédocle, un ouvrage intitulé Lire les présocratiques, disponible au PUF.